Oui, merci Monsieur le Président. La mise à l'arrêt de l'économie nationale va entraîner des difficultés financières de tous ordres pour un très grand nombre de nos concitoyens et concitoyennes, ce qui les exposera à ce que les banques leur prélèvent des frais d'incident bancaire dès lors que leurs comptes se retrouveront à découvert ou en dépassement de découvert autorisé. Commission d'intervention, frais de rejet de paiement et de rejet de chèque, facturation des courriers informant des incidents. Ce sont tout autant de frais qui pèsent aujourd'hui déjà lourdement sur les budgets des ménages en raison de l'insuffisance des mécanismes de plafonnement prévus par la loi et malgré les initiatives partielles des banques pour plafonner les frais appliqués aux seuls clients dits fragiles. Les frais d'incident bancaire qui se levaient l'an dernier à près de 7 milliards d'euros pourraient bien exploser à cause de la multiplication des dépassements de découvert des comptes non provisionnés du fait de pertes de revenus. Au regard de l'urgence économique et sociale qui s'ajoute à l'urgence sanitaire, il convient donc d'établir un moratoire sur l'ensemble des frais et commissions pour incidents bancaires prélevés par les banques sur leurs clients dits personnes physiques, qu'il s'agisse des ménages ou des travailleurs et travailleuses indépendants et indépendantes et micro-entrepreneurs et entrepreneuses. Par cet amendement, nous proposons que pendant toute la durée de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, aucune banque n'aggrave par des frais d'incidents bancaires les difficultés auxquelles beaucoup, en tous les cas, vont être confrontés. En parallèle, nous prévoyons donc le rééchelonnement des prêts et des loyers des particuliers durant toute la mise en œuvre de l'état d'urgence. Je crois que nous aurons y compris l'occasion d'en rediscuter puisque nous avions proposé une proposition de loi dans le cadre de notre niche sur ce sujet. Mais si l'urgence est maintenant, elle s'inscrit aussi dans ces détails qui peuvent apparaître des détails bancaires pour certains, mais qui sont pour beaucoup de nos concitoyens des charges quotidiennes et qui vont être encore pires dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous remercie. Madame la rapporteure, quel est votre avis ? Avis défavorable puisque l'article 5 traite de l'état d'urgence sanitaire, des mesures que l'on doit prendre d'un point de vue sanitaire et d'ordre public pour éviter la propagation du virus. Et donc votre amendement ne relève pas de cet article. Défavorable. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Défavorable. Madame Florennes. Écoutez, chers collègues, peut-être pour demander à la rapporteure qui n'avait pas d'avis sur le fond, peut-être d'en donner un. On verra après où sont placés les amendements, puisque vous dites que... S'il vous plaît, chers collègues. S'il vous plaît, je pense qu'on est tous ici pour faire sérieusement le travail. On l'a fait quand même dans des circonstances un peu difficiles, et y compris si effectivement l'amendement est mal placé, on s'en excuse, on aurait dû le placer ailleurs. Mais ce n'est pas ça le fond du sujet. On discute du fond. Est-ce que, oui ou non, il y a un problème sur la question des frais bancaires et est-ce que ça ne va pas impacter très directement la vie de nos concitoyens et concitoyennes? Soit nous en discutons ici, nous n'en discuterons plus après. Donc répondez au moins sur le fond et faites pas des interventions qui font perdre du temps pour dire qu'il ne faut pas faire des interventions. On ne va pas refaire ça. S'il vous plaît. Et donc je voudrais vraiment, parce que c'est quand même embêtant, on pense tous que ces amendements, nous n'en avons pas mis beaucoup. Vous aurez remarqué quand même que la France Insoumise n'a pas mis beaucoup d'amendements. Nous en avons à peine une dizaine et nous pensons qu'ils sont importants. Donc ce serait bien de répondre sur le fond, de nous expliquer pourquoi ce n'est pas possible et nous entendrons les raisons. Nous ne serons peut-être pas convaincus, mais nous pensons que cette question vaut la peine d'y répondre. Si vous n'y répondez pas maintenant, nous y reviendrons peut-être à l'article 7. Le placement de cet amendement ne suffit pas à le récuser de par son importance. Je vous remercie. Nous passons donc au... Il s'agit d'un amendement qui porte sur la question de la propagation de l'épidémie dans les prisons et des mesures qu'il faudrait mettre en place. Nous voulons que, dans le cadre de cette crise sanitaire, nous portions une attention particulière aux personnes détenues. La situation de ces personnes est à apprécier avec une attention du fait que, pour de nombreux secteurs, il y a des difficultés tant pour les personnels que pour les détenus. La responsabilité de la gestion de crise ne peut reposer que sur le comportement d'un chef d'établissement ou d'un magistrat. Il faut, de notre point de vue, des mesures claires des autorités publiques. Il est urgent de réduire drastiquement le nombre de détenus pour limiter les risques de la crise sanitaire qui met aujourd'hui en danger la vie de celles et ceux qui sont condamnés, de ceux qui les accompagnent. En ce sens, nous pensons qu'il faut suspendre toutes les audiences non indispensables, pourvoyeuses de peines d'incarcération, comme les comparutions immédiates pour donner la priorité à celles qui permettront au contraire de la limiter, telles que celles devant les juridictions de l'application des peines. Il faut limiter le nombre des entrées en détention, privilégier les peines alternatives à l'incarcération et le placement sous contrôle judiciaire à la détention provisoire, différer la mise à exécution des peines.
Il faut faciliter les sorties de prison pour toutes les personnes qui peuvent y être. En outre, nous pensons que le gouvernement doit assurer aux personnes détenues le maintien des liens familiaux et les droits de la défense par la réquisition et la distribution de téléphones mobiles à destination de ces personnes. La question de la crise sanitaire et de l'état d'urgence sanitaire doit s'appliquer dans ces espaces et les personnes qui y sont détenues ne sont pas en dehors de la protection qui leur est due pour ces personnes, nous le disions, mais aussi pour l'ensemble du personnel qui est mobilisé. Là, nous savons que l'état de nos prisons, et ça a été beaucoup débattu dans cette Assemblée avec la surpopulation carcérale, nécessitait de toute façon que l'on diminue cette densité. Et là, il y a urgence à le faire pour des raisons de santé et de justice. Madame la rapporteure. Oui, merci. Je rajoute à la demande, parce que nous soutenons ces amendements. Et effectivement, la rapporteure a indiqué que les propositions n'avaient rien à voir. Donc, elles peuvent se compléter et elles doivent se compléter. Et on peut très bien voter ces amendements et voter les siens par ailleurs. Mais c'est complètement illogique. Et j'avertis vraiment la majorité et le gouvernement, parce qu'on est quand même dans un moment où, en ce moment, dans le pays, il y a beaucoup de choses qui se disent, qui se racontent, qui participent à la confusion, qui participent à l'angoisse, et qu'on doit faire preuve aujourd'hui de responsabilité pour clarifier les choses, les rendre intelligibles pour le plus grand nombre. Et là, franchement, sur cette question des avis, sur lesquels en plus le gouvernement a beaucoup communiqué, en expliquant qu'il prenait les décisions par rapport aux avis qui étaient donnés. Et donc, c'est incompréhensible d'expliquer qu'au moment où on va déclencher un état d'urgence sanitaire qui signifie beaucoup de choses en matière de restriction de droits, de liberté, qui donne beaucoup de pouvoir au gouvernement, on le ferait sur aucun avis scientifique, alors que le comité soit déclaré ou pas. Mais il y a bien des éléments objectifs sur la situation qui nécessitent de déclencher cet état sanitaire. Ou alors, je ne comprends plus rien, vraiment. Et sincèrement, il y a là c'est incompréhensible de refuser que nous ayons les éléments. Et en plus, quand on dit avis scientifique, je crois que le débat scientifique, on l'a vu en plus sur cette question, peut être des fois contradictoire. Il faut qu'on puisse peser les différents avis parce qu'ils ne sont pas toujours concordants et qu'on ait les avis majoritaires, les avis minoritaires. Ça nécessite pas, il ne s'agit pas de faire un colloque, mais il s'agit d'avoir des éléments pour pouvoir prendre une décision lourde en termes de conséquences en ayant tous les éléments. Et je crois que si le gouvernement l'a pour déclencher cet avis, le Parlement doit l'avoir, y compris pour pouvoir l'expliquer ensuite aux citoyens. Je vous remercie. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment comprendre, parce que franchement, entre effectivement ce qui a été dit ce matin par le ministre de la Santé et ce que vous venez de dire, ou les justifications pour rejeter ces amendements, embrouillent les choses plus qu'autre chose, sur y compris le dispositif et le processus. Est-ce que quand le gouvernement déclenche un état d'urgence sanitaire, il a à ses dispositions des informations scientifiques, de quelque nature que ce soit, qui lui permettent objectivement de le faire ou pas? Si oui, la question c'est que ces informations qui participent à la prise de décision politique, qui participent, est-ce que ces informations peuvent être à la disposition des parlementaires que nous sommes à un moment avant ce déclenchement ou pas? C'est ça la question. Et y compris par rapport à ce que disait notre collègue tout à l'heure. Oui, il y a une semaine, y compris le gouvernement, n'avait pas exactement le même propos, parce que les choses évoluent très bien. Donc, en définitive, même si les avis, et surtout si les avis scientifiques sont partagés sur une question, c'est le politique qui doit assumer. Et je pense que nous sommes suffisamment responsables pour dire, oui, à un moment donné, ce n'est pas l'avis scientifique qui dit ce qu'il faut faire, c'est le politique qui le dit. Et on est prêt à dire, on va en faire trop, même si l'avis scientifique est rassurant, on peut choisir de dire, le risque est trop grand, on assume politiquement de dire, il faut le faire quand même parce que le risque est trop grand. Donc, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais la question, c'est d'avoir avant des éléments pour pouvoir faire ce choix. Et je crois que c'est là où c'est incompréhensible les réponses que vous donnez pour refuser ça ne tiennent pas. Parce que tout ce qu'on demande, c'est qu'en tant que responsable politique, on ait ces éléments pour pouvoir se dire, voilà, on a tranché, c'est peut-être pas le bon choix, mais on a tranché à partir de quelque chose qui est autre chose que l'impression générale. Oui,
Très brièvement, je voulais indiquer que nous soutenions les sous-amendements de nos collègues et allons dans le sens de ce qui a été dit pour s'assurer la plénitude des pouvoirs parlementaires. Nous l'avons dit et répété en commission et dans toutes les interventions depuis le début de la reprise des travaux. Nous pensons que dans un moment de crise, il ne faut pas moins, mais plus de démocratie parce que c'est par l'adhésion et le consentement qu'on est en vérité plus fort du plus grand nombre et en particulier celui du Parlement. Et donc nous appelons le gouvernement à être à l'écoute de ces interpellations et à minima sous-amender accepter les sous-amendements, en tout cas pour la majorité, et au mieux rétablir le texte tel qu'il avait été modifié dans le sens plutôt positif du Sénat. Alors il s'agit d'un amendement que nous redéposons sur la composition du comité scientifique. Nous pensons qu'il faut qu'il soit élargi et diversifié. Nous proposons notamment qu'une personnalité qualifiée nommée par le conseil d'administration de l'INSERM, des personnalités qualifiées nommées par le Haut Conseil de la santé publique, des personnalités qualifiées du CNRS, du Défenseur des droits, avec un représentant et une représentante du Comité national consultatif d'éthique, des associations nationales agréées des usagers et usagères du système de santé, permettront, de notre point de vue, de donner justement la flexibilité que recherche le gouvernement. On a eu beaucoup de débats sur la nécessité d'être réactif et y compris de pouvoir mobiliser des ressources, notamment intellectuelles, qui permettront d'avoir les avis les plus fins, non seulement sur les phénomènes concernés, mais sur leurs répercussions. Et il nous semble que cette demande d'élargissement, en s'appuyant y compris sur l'expérience accumulée d'un certain nombre de collectifs, il a été évoqué, nous avions déjà évoqué en commission l'exemple des personnes malades du sida qui ont développer des connaissances et des compétences sur l'organisation, l'auto-organisation, les formes de solidarité qui peuvent se développer avec les contraintes d'une pandémie. Et donc, élargir ce cercle de réflexion et d'échange permettrait, de notre point de vue, d'enrichir les avis que nous aurons, avec lesquels nous aurons à prendre un certain nombre de décisions. C'est une demande portée notamment par des collectifs d'associations et l'Observatoire de la transparence des médicaments qui interpelle depuis plusieurs semaines sur ce sujet. Discussion commune le 93, Monsieur Pupponi, il est défendu. Défendu. Avis de Madame la rapporteure. Le même avis qu'en commission, défavorable. Défavorable, même avis. Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Je vais insister parce que en commission, Madame la rapporteure, vous n'aviez absolument pas expliqué les raisons de votre avis et je pense qu'il est nécessaire de le faire. Je voulais juste rappeler qu'il y a quelques instants, alors la compréhension de ce qui a été dit est peut-être pas assez claire, en tout cas les conséquences, mais le ministre Véran a expliqué que la doctrine sur le dépistage allait évoluer. On va voir comment elle évolue, mais il a reconnu la nécessité de faire évoluer cette doctrine. Et il se trouve que depuis plusieurs jours, et même bien avant, l'Observatoire de la transparence des médicaments dont je parlais a interpellé le gouvernement et a interpellé le ministre sur cette même doctrine du dépistage, en portant et en relayant les demandes de l'Organisation mondiale de la santé et sur la base, encore une fois, de cette expérience accumulée par différents collectifs. On a là un exemple, et je pense que ce débat va continuer, et il est positif que le gouvernement ait entendu, et je ne crois pas que ce soit juste l'action de cet observatoire, je pense qu'il y a beaucoup de littérature au niveau international qui pousse vers la nécessité de ces dépistages systématiques, mais là un exemple qui montre qu'être à l'écoute d'autres formes de recherche scientifique, universitaire, mais aussi associative, est vraiment utile, y compris en répondant aux nécessités de l'urgence, etc. Je crois qu'il serait dommage de se restreindre quand il existe des ressources et des volontés de participer. Et ça traduit véritablement ce dont on a besoin. On a besoin que toutes les forces vives de la société participent à l'élaboration de solutions pour résoudre ce type de crise. Et il y a des volontés, et c'est dommage
de les refuser, et y compris sans expliquer pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument restreindre. Et la question de la réactivité, à mon sens, ne marche pas, parce que ce sont des réseaux qui sont capables de réagir très vite, parce qu'elles ont justement des ressources accumulées depuis des années. Merci. Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais aller, une fois n'est pas coutume, dans le sens de mes collègues sur ce sujet-là, en tous les cas, parce que véritablement, en plus, c'est un amendement qui arrive en séance, qui n'a pas été discuté et qui, de toute évidence, répond uniquement à une volonté de communication que je trouve extrêmement superficielle de la part du gouvernement, et qui, en fait, continue les erreurs, si on pourra en discuter, mais en tout cas, les faiblesses de la communication depuis le début, où, en fait, on réagit ou on se réagit en pensant que il suffira de le passer aux 20h et puis ça réglera les choses. Il y a besoin, pour que les gens comprennent les choses, qu'elles soient claires et cohérentes. Et là, je crois que ce n'est ni clair, ce n'est peut-être clair en termes de montant, mais c'est incohérent par la disproportion absolue de cette mesure. Ne serait-ce que par l'argument en disant que c'est dissuasif, ça ne pose pas la question de la raison pour laquelle les personnes vont se retrouver en infraction, qui peuvent être légitimes et qui peuvent être comme elles peuvent être illégitimes, mais c'est absolument le contraire de ce qu'il faudrait faire pour comprendre pourquoi est-ce que des personnes vont se mettre en danger et mettre d'autres en danger. Donc, d'un point de vue pédagogique, je pense que c'est absolument disproportionné et va être contre-productif, et y compris ça va favoriser un certain nombre de biais, parce qu'on a vu aussi qu'il y a certaines catégories qui vont être plus verbalisées, plus contrôlées que d'autres, alors que à infraction égale, elles seront plus contrôlées. C'est déjà le cas sur ce qui est verbalisé. Et puis les prisons, non seulement elles sont pleines, elles sont surpeuplées. Donc en vérité, c'est complètement contre-productif. Nous l'avons indiqué depuis le début de cette discussion, nous défendons et soutenons toutes les mesures qui vont dans le sens de l'intérêt général et de l'efficacité de la mobilisation pour faire face à cette épidémie. La priorité est la protection sanitaire, sociale et démocratique de toute la population. Cela signifie, de notre point de vue, réduire au strict minimum les activités en ciblant celles qui sont nécessaires à la réalisation de cet objectif. Et pour cela, oui, il faut planifier, se concerter, en premier lieu avec les salariés et leurs représentants et représentantes pour déterminer l'essentiel de l'accessoire et, dans l'essentiel, les modalités d'organisation et de protection de chaque secteur et de chaque personne. Et nous pensons d'ailleurs que cette méthodologie, cette expérience, devra servir pour la nécessaire réorganisation de toute la société et notamment du monde économique qu'il faudra mettre en œuvre après la crise. Cet article 7 ne répond pas, de notre point de vue, à ces exigences sanitaires, sociales et démocratiques. C'est pourquoi nous soutenions et continuons à soutenir dans cet article la suppression des alinéas 7 et 8, et nous appuyons également l'amendement de notre collègue Roussel, qui demande que seules les entreprises ayant fait la demande à l'expression du travail puissent procéder à des licenciements. Nous y ajoutons la précision que ce soit uniquement celles ayant obtenu cette autorisation qui puissent le faire, ce qui revient, comme cela a été dit, à une autorisation administrative de licenciement, avec le rajout que, de notre point de vue, il devrait être purement et simplement interdit de procéder à des licenciements dans la période, et l'État, avec d'autres mesures, en partie celles qui ont été indiquées par ailleurs, devrait permettre de compenser et d'aider l'ensemble des entreprises à pouvoir assumer ce coût. Pour le 174. Merci, Monsieur le Président. Les centrales qui sont en charge de la livraison des courses alimentaires ou d'hygiène disent être débordées et ne sont plus en mesure de trouver des créneaux de livraison. Cela met en danger les plus vulnérables, pour qui il serait trop risqué de braver le confinement pour faire des courses, même à proximité de leur domicile. Ainsi, il faut sécuriser cet approvisionnement et la distribution de nourriture pour garantir l'accès à l'alimentation de chacun et chacune. Nous demandons donc que les enseignes de la grande distribution livrent en priorité les publics fragiles, ayant des difficultés à se rendre en supermarché ou qui peuvent être particulièrement vulnérables en cas d'infection due au Covid-19. Nous pensons ici aux personnes ayant des troubles cardiovasculaires, du diabète, de l'hypertension et étant âgées de plus de 70 ans. Et cet amendement a été suscité suite à plusieurs alertes
dans nos entourages de ces mêmes personnes qui disaient être dans cette situation. Et parmi les conséquences indirecte de cette épidémie, nous risquons d'avoir ce type de situation qui peut mener à des décès, notamment des personnes les plus âgées. Et donc, il s'agit de prévenir cela et que l'État permette l'organisation de cette distribution alimentaire à distance. Merci. Avis de la commission. C'est un avis très défavorable sur votre amendement parce que pour que les enseignes attribuent des priorités comme vous le souhaitez, il faudrait qu'elles disposent de la date de naissance, d'éléments du dossier médical et d'autres informations très personnelles sur les personnes qui les sollicitent. Et il n'en est pas question. Défavorable. Madame. Non, je comprends votre intention qu'on ne peut que partager. Après, sur les plans opérationnels, connaître individuellement toutes les personnes fragiles, les faire livrer, ça n'est pas possible. Par contre, les grandes enseignes font, et on va les encourager à le faire encore plus, c'est de livrer à tous les organismes qui, eux, distribuent des repas aux personnes vulnérables. Ça, c'est la forme la plus pratique qui existe déjà, qu'on peut pousser. Mais aller jusqu'à l'individu, une grande enseigne ne saura pas, et on ne saura pas lui donner en temps utile l'adresse de chaque personne pour qu'elle puisse le faire. Donc, je comprends votre attention, mais ce n'est pas la bonne forme de réponse. Donc, je suis obligée d'être défavorable à cet amendement. Madame Obono. Oui, et pour préciser, il ne s'agissait pas de demander à fournir les données personnelles des personnes ciblées. Par contre, il existe déjà en fait un système de livraison et le problème, c'est que ces systèmes aujourd'hui sont à l'arrêt. C'est comme je vous le disais, les alertes que nous avons eues, ces personnes n'ont plus accès à ces systèmes de livraison pour différentes raisons. Et donc, il s'agit là de permettre que, comme il y a sont organisés des moments pour que les personnes aillent en supermarché, ce soit organisé, donc ce soit impulsé par l'État et qu'on puisse les solliciter pour établir les livraisons à domicile et en communiquant et en faisant en sorte que ce soit communiqué aux personnes concernées, qu'elles peuvent se rendre, qu'elles peuvent déclarer et auprès de leur commerce de proximité, de la même manière qu'on demande à pouvoir avoir une livraison à domicile. Ça se fait à distance sur les sites internet et il s'agirait simplement de le publiciser et de s'assurer que c'est effectif, ce qui est possible si les alimentations, puisque les systèmes de supermarchés peuvent maintenir les transports à distance. Monsieur Panchaise, Madame Obono. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, c'est un amendement que nous redéposons pour repousser l'adoption de l'ordonnance de septembre 2019 relative à la partie législative du Code de la justice pénale des mineurs à septembre 2022. On a évoqué, ça a été évoqué à différents moments, la question de la protection de la jeunesse, la protection des mineurs. Cette réforme de l'ordonnance fait l'objet depuis plusieurs mois d'interpellations de professionnels du secteur, d'une opposition, et en tous les cas, la nécessité d'un véritable débat lors de l'introduction dans le débat sur la réforme de la justice de cette modalité. Cela avait suscité, y compris au sein de cette assemblée, de forts remous. Et malgré les procédures dites d'association qui ont été mises en place, il nous semble que non seulement déjà en dehors de la période de crise sanitaire actuelle, il nous semblait difficile de pouvoir appliquer ainsi cette ordonnance, mais en plus avec les conséquences directes et indirectes de la crise sanitaire, notamment sur cette population vulnérable, il va falloir repenser complètement la mise en œuvre de la protection de la jeunesse, et il faut se donner le temps de le faire. Voilà pourquoi nous proposons de repousser cette ordonnance. Oui, merci Monsieur le Président. La libération des personnes enfermées actuellement dans des locaux où les conditions sanitaires ne peuvent être garanties, et alors même qu'elles ne constituent aucun danger grave et imminent pour l'ordre public, est une mesure sanitaire urgente. Comme l'a rappelé la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, dans un contexte de réduction drastique des vols internationaux, la perspective de reconduite des personnes retenues est mince, voire illusoire. Dès lors, la mesure de rétention elle-même se trouve dépourvue de fondement juridique, car l'article L. 554-1 du CESEDA
précise qu'un ou une étrangère ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'absence de perspective d'éloignement, le CGLPL recommande de procéder sans délai à la fermeture temporaire des centres et locaux de rétention administrative. Leur enfermement a donc perdu sa justification. Il multiplie par contre les risques de propagation de virus en empêchant la mise en place du confinement et met donc de nombreuses vies en danger. Voilà pourquoi nous demandons, comme le fait la Contrôleure générale, la fermeture de ces centres et l'accompagnement à un hébergement pour permettre un confinement sain de toutes les personnes enfermées. Merci, Madame la rapporteure. Ce sera un avis défavorable, Madame Obono, parce que la décision de fermer temporairement un centre de rétention administrative relève du gouvernement. De la justice, les conditions ne permettent plus son fonctionnement pour des raisons objectives, mais pas de la loi. Il est certain que l'épidémie en cours fait peser une grande pression sur les lieux de privation de liberté, mais on ne peut pas pour autant renoncer à l'application des lois de police sur le territoire français. Défavorable. Merci, Madame la Ministre. Même avis. Même avis. Madame Obono. Alors, Madame la rapporteure, Madame la ministre n'a pas répondu, mais donc vous voulez expliquer que effectivement, le maintien en enfermement fait courir des risques non seulement aux personnes qui y sont, mais à l'ensemble des personnels qui sont tenus de les maintenir dans ces lieux. Mais vous expliquez qu'il faut les y laisser et courir le risque sanitaire que nous essayons de prévenir avec cet état d'urgence sanitaire et cette loi d'urgence. Il faut créer en fait des foyers de contamination et à terme de dissémination, parce qu'une fois que les personnes seront libérées, par exemple avec la levée des mesures, si elles sont toujours porteuses du virus, elles iront le redisséminer, parce qu'une bonne partie des personnes qui sont aujourd'hui enfermées sont libérées faute de raison pour les renvoyer. Donc, ça n'a aucun sens, si ce n'est à perpétuer une situation insupportable pour toutes les personnes concernées. Et là, nous sommes justement en train de prendre des mesures. Ce texte donne des pouvoirs exorbitants au gouvernement sur un certain nombre de choses. Il me semble, c'est même pas une question juste d'humanité, de bon sens, de simple préservation pour tous et tous, qu'il faut absolument faire sortir les gens de ces lieux où elles sont en danger et où on les maintient en danger. Merci.